Donc, je suis chargée de projet ERC planification territoriale à l'ARB Occitanie. Donc, aujourd'hui, je vais laisser mes collègues vous présenter. Moi, je gérerai le côté questions chat. Donc, n'hésitez pas, voilà, à utiliser le chat pour faire remonter vos questions. Et donc, je les partagerai pour vous au fur et à mesure de la présentation. Et juste pour information, effectivement, je peux être le contact sur ces sujets-là côté Toulouse. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Pierre Biozen, je suis aussi de l'Agence régionale de la biodiversité Occitanie sur la partie aménagement opérationnel ERC. Pour ma part, je suis sur le site de Montpellier et du coup, j'interviendrai sur la présentation avec Sébastien qui va se présenter maintenant. Et Sébastien Guibert, je suis chargé de mission aménagement et biodiversité à la région, donc à l'ADIT pour le service biodiversité et territoire. Et je suis sur le site de Montpellier et du coup, voilà, on va commencer la présentation. Donc juste pour un petit peu le dérouler, on va faire un bref rappel du webinaire 1, comme l'a dit Cécile, beaucoup d'entre vous l'ont déjà suivi, donc on ne va pas s'attarder dessus, et sachant qu'il y a quand même les vidéos qui sont toujours disponibles. On va faire un petit rappel aussi, un point sur les conclusions du diagnostic écologique comme point de départ, l'approche réglementaire, le VNI pas à pas, qui va vous expliquer du coup est bien détaillé, et puis également un point sur anticiper et gérer les impacts en phase de conception. Donc, si on reprend un peu le webinaire 1, qui était donc l'étape 1, qui était anticiper et connaître, on était vraiment sur cette première partie, vous voyez, on l'a bien fait en trois phases, hein, ce schéma-là, qui était donc connaître, évaluer, adapter, modifier, qui va nous intéresser aujourd'hui, et le troisième qui est valider, vérifier et mettre en œuvre. Donc, au niveau de cette première partie qui a été présentée en webinaire 1, connaître, globalement, ce qu'il faut retenir en une slide, c'est que dès lors que vous avez des données environnementales qui sont supérieures à 3 ans, il faut bien évidemment contacter l'ADREAL pour assurer une mise à jour de ces informations-là, informations sur les données faune et flore, bien évidemment. Ce qu'on peut aussi mettre en avant dans cette premier webinaire, c'est qu'on avait vraiment l'idée d'anticiper au maximum. Cette anticipation passait par la réalisation d'un pré-diagnostic écologique. On l'avait vu, c'était sur plusieurs sites et l'idée c'était d'identifier le site qui avait le moindre impact. C'était un pré-diag qui était très rapide sur juste quelques jours de terrain et ensuite en gros en 1 mois et demi on avait cette première information là qui nous permettait ensuite de partir sur le diagnostic écologique lui qui est plus long, qui est sur une durée de 14 mois avec un inventaire sur 12 mois. Et ce diagnostic écologique, du coup, qui met en avant tous les enjeux du site qui a été choisi, nous permet de lancer la deuxième partie, la deuxième étape qui nous intéresse aujourd'hui, qui est évaluer, s'adapter et modifier. Donc, si on reprend, ça aussi, c'était un schéma qui avait été identifié dans la premier webinaire. On s'aperçoit que finalement, grâce au diagnostic écologique qui a été donc réalisé sur 14 mois, on a une vraie qualification des enjeux, que ce soit par groupe taxonomique, mais également une synthèse générale des enjeux faune-flore du territoire. Et ce qui nous permet du coup d'avoir ce type de carte qui identifie très simplement et très visuellement, du coup, les enjeux écologiques et j'allais dire également les secteurs finalement où il peut y avoir conflit en matière de biodiversité et d'aménagement du territoire. Et finalement ce diagnostic écologique, cette cartographie du diagnostic écologique, qui est la conclusion, nous sert de point de départ pour ce webinaire et doit vous servir un coup de point de départ pour engager l'ensemble des actions pour adapter votre projet et mettre en avant tout ce qui est évitement et réduction. C'était toi, Pierre. Oui, merci. Alors, du coup, on va attaquer cette deuxième phase. Donc, pour quand même bien faire le lien avec la première, notamment dans la chronologie des zones d'activité que vous pouvez. Alors, on va être plutôt sur cette partie-là, sur des zones d'activité en création, même si pour des lots que vous n'avez pas encore vendus, des lots qui sont importants, une mise à jour de ces informations peut être intéressante. Donc, ça, on en avait parlé au webinaire 1. Donc, les étapes qui vont vous être présentées aujourd'hui, elles concernent vraiment plus tout ce qui est partie AVP et début du pro, milieu du pro, on va dire. Et donc, si tu veux passer à la suivante, Sébastien. Donc là, l'idée, c'est on va voir toutes les phases, hein, mais une fois qu'on a qualifié les enjeux,
sur le site, c'est ensuite de calquer le projet qui va être dessiné par les architectes, urbanistes, paysagistes, de voir quels sont les impacts finalement de ce projet vis-à-vis de la biodiversité existante, quelles sont les mesures d'atténuation. Donc une fois qu'on a fait ces impacts, alors ce qu'on conseille toujours, c'est de maintenir une relation assez étroite avec les services instructeurs, que ce soit de Réal, alors surtout de Réal et des DTM, et potentiellement de les voir à plusieurs phases de votre projet dès lors qu'il est en conception, donc au moment des impacts bruts et au moment de la réflexion sur vos mesures d'atténuation, donc les mesures d'évitement, de réduction et aussi d'accompagnement. Une fois qu'on aura fait ça, du coup, il va falloir un AVP à minimum qui soit validé, et validé notamment politiquement, pour analyser les effets cumulés et les éventuels impacts résiduels ou non de l'opération. Mais ça, on reviendra là-dessus. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on est vraiment sur du... Alors, ce qu'on voit généralement, c'est on est plutôt en AVP, rarement en fin d'AVP et encore moins en début de pro. Mais ce qu'on vous conseille vraiment en termes de mesures d'atténuation, c'est d'être plutôt au niveau du pro, puisqu'on a des niveaux de détail qui vont être très importants, notamment par rapport, je sais pas moi, par rapport à des franchissements pour des espèces de routes ou ce genre de choses, où on a besoin de niveaux de détail très précis au niveau cartographique notamment. Mais ça, on va y revenir plus tard. Alors, forcément, on s'inscrit dans cette phase de conception dans un volet réglementaire. Alors, on en avait parlé au premier webinaire, mais du coup, on va pas revenir sur la réglementation dans le détail, mais plutôt préciser quels sont finalement les éléments réglementaires auxquels vous devez répondre dès lors que vous entrez dans cette phase de conception de votre projet. Donc, il y a trois, on va dire, types de dossiers. Il va y avoir les dossiers Natura 2000 pour les dossiers espèces protégées et tout ce qui est relatif aussi aux zones humides. Donc, on va voir le premier cas. Alors, j'imagine qu'il n'est pas forcément celui que vous allez rencontrer dès lors que vous faites une zone d'activité économique. Ce serait une zone d'activité économique qui ne serait pas soumise à étude d'impact. Donc, en revanche, pour tous les aspects Natura 2000, il y a quand même besoin de réaliser ce qu'on appelle un dossier d'évaluation d'incidence préliminaire ou simplifié. Donc, c'est un premier dossier qui vous permet de voir, alors même si vous n'avez pas de site Natura 2000 directement sur votre zone de projet, en tout cas de voir vis-à-vis de ceux qui sont à proximité s'il y a un impact ou non par rapport à des espèces qui sont liées à ces sites Natura 2000. Et en fonction de ça, soit on a une étude qui s'appelle préliminaire ou simplifiée, ou si on considère qu'il y a un impact et des enjeux importants, auquel cas il faudra faire une étude complète. Sur la partie espèces protégées et zones humides, alors, sans vous l'avez expliqué, aujourd'hui, quand les projets ne sont pas soumis à évaluation environnementale, on va dire sur ces deux sujets-là, on ne vient pas trop normalement vous embêter. En revanche, on sait qu'il y a le contentieux, et c'est même remonté là, sur le moniteur, il y a eu des articles, ce genre de choses, va de plus en plus sur la partie espèces protégées et pourquoi pas zone humide. Donc, ce qu'on vous encourage à faire, c'est de faire pas forcément un volet naturel d'études d'impact, comme c'est demandé d'un point de vue réglementaire, mais en tout cas de reprendre tous les grands principes que nous, on a appelés volets naturels de conception de projet, et donc de vous adjoindre les compétences d'un bureau d'études naturaliste pour tout simplement réfléchir sur des mesures d'atténuation. Si demain, on attaque le projet sur des questions zones humides, espèces protégées, au moins vous pourrez apporter l'ensemble des éléments et avoir une réponse devant la juridiction administrative, le cas échéant. Donc ça, c'est pour le cas peut-être le moins courant pour vous, mais qui pourrait arriver, donc de plutôt petits projets. Je rappelle pour la partie étude d'impact, généralement, donc c'est la surface de plancher, la surface en hectares, ou la présence de plus de 50 places de parking de mémoire qui déclenche ou pas une étude au cas par cas ou une étude d'impact systématique. Pour les projets qui sont soumis à évaluation environnementale, donc j'imagine, on va dire 80% des opérations que vous menez. Là, forcément, sur Natura 2000, on reprend exactement le même principe. On fait cette évaluation d'incidence, on essaye de voir si elle est du coup simplifiée ou complète. Et en revanche, du coup, si vous êtes soumis à étude d'impact, il faudra réaliser ce qu'on appelle un volet naturel de l'étude d'impact. Donc, c'est toute la partie écologique de l'étude d'impact. Il n'y a pas que celle-là, puisqu'il y aura aussi les éléments sur le bruit, sur l'eau, sur l'air, ce genre de choses, la santé, que vous connaissez parfaitement. Mais du coup, le bureau d'études naturalistes va travailler spécifiquement sur le volet naturel.
Alors, par rapport à ça, ça peut enclencher derrière une autre phase en fonction des conclusions du volet naturel de l'étude d'impact, à savoir donc des projets notamment qui peuvent être soumis à autorisation unique. Alors, je mets de côté les ICPE, mais imaginons que vous faites donc votre volet naturel de l'étude d'impact et on se rend compte que malgré les mesures d'atténuation que vous avez mis en place, il y a besoin de mesures compensatoires. Auquel cas, il faudra réaliser un dossier de dérogation pour destruction d'espèces protégées si donc il existe des effets, ce qu'on appelle résiduels. Et donc dans ce cas, ce dossier devra être mis dans l'autorisation unique. Et même sujet par rapport aux zones humides, puisque si vous impactez plus de 1 hectare de zone humide, donc là, on vous a remis la rubrique, c'est la rubrique 3.3.10 pour les dossiers loi sur l'eau. Si vous êtes au-dessus de 1 hectare, ça déclenche de fait un dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, qui là aussi sera mis dans l'autorisation unique. Voilà, je n'irai pas plus loin là-dessus, on pourrait vraiment dire beaucoup plus de choses sur la partie réglementaire, mais c'était plus pour vous redonner le cadre lié à des sujets purement environnementaux, sachant qu'il y en a d'autres. Alors, donc ça, il y a plusieurs hypothèses. Alors, hop, c'est la phase de questions. Et on peut, voilà. Déjà, il y a des premières questions. Est-ce que vous avez des premières questions? N'hésitez pas. Alors, de mon côté, j'ai aucune question sur le chat, donc on va laisser la parole directement. Après, on peut aussi enchaîner. Sinon, s'il n'y en a pas, voilà, on va enchaîner sur l'autre partie. Hein, et n'hésitez pas en tout cas sur le chat à poser des questions au fur et à mesure. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait 3 types de dossiers. On répondait à 3 types de questions, donc Natura 2000, espèces protégées et zones humides. Et par rapport à ça, finalement, sur l'ensemble de ces dossiers, et le Code de l'environnement demande toujours la même démarche de votre part, c'est-à-dire de produire un dossier qui va avoir une mécanique similaire que nous, on a donc détaillé. Nous, on n'a rien inventé, puisqu'il y a à peu près 8 étapes pour mettre en place ce type de dossier. Et le point de départ, c'est vraiment, et Sébastien l'a rappelé, on a des enjeux écologiques qui ont été identifiés dans le diagnostic écologique. Vous avez un projet d'esquisse ou de plan guide, et là, on va aller caler les deux et vraiment, du coup, partir de cet état des lieux pour commencer à construire ce volet naturel d'études d'impact qu'on va du coup vous détailler étape par étape avec Sébastien par la suite. Alors la première étape qu'on va appeler finalement étape 0 et alors j'insiste pas mal là-dessus puisque finalement on a du mal à mesurer, un bureau d'études naturalistes va avoir du mal à proposer des mesures d'atténuation si le projet que vous allez présenter n'est pas assez détaillé. Plus le projet sera détaillé, plus les mesures que le bureau d'études pourra proposer seront qualitatives et elles aussi détaillées, et plus aussi les services instructeurs, je pense, seront intéressés par votre dossier et vous embêteront sans doute un peu moins. Donc vraiment, j'insiste sur la précision des informations. Donc sur la partie état 0, ce qu'on disait, on est plutôt en phase esquisse, mais vraiment sur les mesures d'atténuation, moi je vous conseille très fortement d'aller jusqu'à la phase pro, puisqu'on a des niveaux de détail, notamment au niveau, je pense, des passages à petite faune qui peuvent avoir des incidences sur l'hydraulique notamment. Et donc là, on est sur des plans au 200e, voilà, on est sur des choses très précises. Donc, je vous incite vraiment à aller loin dans le dossier avant de le déposer au niveau, niveau de détail de conception. Autre point qui est très important, et ça, généralement, on n'y pense pas parce que tout simplement, chacun travaille aussi un peu avec ses logiciels. Les architectes urbanistes, travaillent souvent avec AutoCAD. Et en revanche, les bureaux d'études naturalistes ou d'autres bureaux d'études d'ailleurs sur des sujets environnementaux travaillent sous ce qu'on appelle des systèmes d'information géographiques, qui sont finalement 2 logiciels différents, mais les systèmes d'information géographique, vous l'avez vu sur les plans qu'a présenté Sébastien au début, on a des points GPS et on localise précisément où se situe une espèce sur le territoire. Donc là, il faut demander absolument, dès lors que vous avez commencé le travail avec les architectes et les paysagistes, qu'ils mettent en place des cartographies qui soient géoréférencées sous le même géoréférencement qui va être utilisé par les bureaux d'études naturalistes sous format SIG. Donc généralement c'est du Lambert 93 étendu, voilà. Mais en gros il faut absolument qu'il y ait la même chose. Je vais vous donner un exemple. Un architecte va pouvoir dessiner tout le projet sous AutoCAD.
le bureau d'études naturalistes va faire la même chose, sauf qu'au moment où on va vouloir croiser les deux, peut-être que le projet, s'il n'a pas été géoréférencé sous AutoCAD, on va se retrouver aux États-Unis ou au plein milieu de l'Alaska. Et donc, c'est un peu dommage pour croiser les informations. Donc, voilà. Donc ça, c'est hyper important. Ça demande une petite manip qui n'est pas forcément évidente. Donc ça, il faut vraiment l'anticiper dès lors que vous avez votre équipe de maîtrise d'œuvre qui est choisie. Et alors, ça peut paraître évident, mais c'est souvent pas forcément le cas. Mais vraiment d'avoir des plans lisibles et, si possible, esthétiques pour faciliter la compréhension du grand public. On va le voir dans la conception du projet. On a besoin d'avoir cette démarche itérative et de dire finalement quels ont été les choix de la maîtrise d'ouvrage, qu'est-ce qui a été accepté, bougé, modifié. Et ça, s'il n'y a pas des plans qui sont vraiment de bonne qualité esthétique, pour le grand public, c'est très difficile à comprendre, et voire même pour des gens comme nous qui parfois sommes, enfin voilà, on a plus l'habitude de voir ces plans, mais dès lors que c'est plus esthétique, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc j'étais un peu long là-dessus, mais c'est vraiment important. Donc dites-vous que tant que le projet n'est pas bien présenté, de toute façon, derrière, le bureau d'études naturalistes ne pourra pas non plus très bien travailler. Alors, ce qui est demandé au niveau réglementaire, donc ça, c'est l'étape 1. Alors, autant le dire très franchement, c'est pas celle qui est forcément la mieux réalisée dans les dossiers, mais on espère que ça va monter en qualité des bureaux d'études naturalistes. Donc ça, elle est vraiment effectuée par le bureau d'études naturalistes. C'est ce qu'on appelle le scénario de référence et évolution sans la zone projet. Donc ça, c'est formulé par l'écologue. Donc là, on va avoir de la description de pas mal d'informations qui sont finalement environnementales, hein, sur la topographie, la géologie, enfin voilà, on décrit le site. Et ensuite, on va, enfin en tout cas, le naturaliste va appliquer ce qu'on appelle le principe de succession écologique pour voir comment le site pourrait se développer par rapport à la présence des habitats en place, et voir quel type d'écosystème, que ce soit et notamment d'espèces, et aussi quelle sera la fonctionnalité, je sais pas moi, à 10 ans, si on laisse le site évoluer naturellement, quel type d'espèces on pourrait rencontrer, et quelle sera la fonctionnalité de ce site avec son environnement avoisinant. Donc en gros, dans les rapports, ça se présente comme ce que vous voyez à l'écran. Donc on a les aspects pertinents de l'état actuel, donc le paysage, la biodiversité, enfin voilà, les items là qu'on a cités précédemment. Quels sont les enjeux? Le scénario avec la mise en œuvre du projet et sans mise en œuvre du projet. Donc ça permet de voir là aussi un début d'impact pour voir finalement si on avait laissé le milieu évoluer naturellement, vers quoi on aurait été, et donc du coup potentiellement ce qu'on peut perdre aussi en matière de biodiversité si on aménage. Donc ça permet aussi, donc c'est vraiment un exercice de prédiction qui n'est pas d'une fiabilité non plus à 100%, mais en tout cas c'est très intéressant pour se projeter et être sûr que votre choix d'aménagement est pertinent. Donc ça, n'hésitez pas, en tout cas, si c'est pas forcément très bien rédigé, à pousser aussi le bureau d'études naturalistes pour que cette partie soit bien faite. Alors là, on va entrer dans ce que certainement vous connaissez plus, qui est l'étape numéro 2, qui est l'identification des impacts bruts par groupe taxonomique, et surtout, ne pas oublier les fonctionnalités écologiques. Là encore, c'est un sujet qui est, nous on le constate, qui est encore assez mal traité dans les dossiers de volet naturel d'études d'impact. Et donc là, n'hésitez pas à insister auprès des bureaux d'études naturalistes pour qu'ils vous fassent vraiment des éléments précis sur les fonctionnalités écologiques au sein du site. Donc là, vous avez un exemple. Alors, je m'excuse par ailleurs sur les cartes que vous allez voir. Pour certaines, on est plutôt sur des quartiers d'habitat, mais c'est ce qu'on a trouvé de plus lisible. Bien entendu, c'est forcément possible de le faire sur des quartiers, enfin des zones d'activité économique. Mais pour cet exemple, on est plutôt sur de l'habitat. Donc là, ce qu'on trouvait intéressant, c'était un groupement notamment de paysagistes. Ils avaient donc produit une carte avec les impacts que vous voyez de manière, enfin qui sont colorés là plutôt en bleu, violet, on va dire. Et ensuite une déclinaison en fonction de l'occupation qui sera faite du site et de sa gestion, qui permettait aussi de nuancer les impacts sur la zone de projet. Donc ça, ce type de cartographie est vraiment très intéressante pour la compréhension des impacts futurs. Si on peut passer à la suivante. Alors, comment ça va se traduire dans le dossier du bureau d'études naturalistes? En fait, tout simplement par ce tableau, on va reprendre. Alors, on répond à la réglementation sur les espèces protégées. Donc, il va y avoir la liste de l'ensemble des espèces protégées qui ont été trouvées sur site dans le diagnostic écologique. Et par rapport à ces espèces, on va essayer donc d'évaluer les impacts bruts du projet. Donc, que ce soit la nature de l'impact par destruction, dérangement, dégradation,
le type d'impact, est-ce qu'il est direct ou indirect? Par exemple, je ne sais pas, moi, en phase d'exploitation, pardon, vous aurez une route, il va y avoir du bruit. On est plutôt sur pardon, un effet indirect. La durée de l'impact qui peut être permanente ou temporaire. Et la portée de l'impact qui peut être locale, régionale ou encore nationale. Alors, par rapport à ça, les bureaux d'études sont habitués à ces méthodes de qualification des impacts. N'hésitez pas quand même à les faire valider par l'ADREAL quand vous aurez cette réunion ou en cadrage amont. Et ce qu'ils proposent généralement, c'est d'avoir une échelle de valeur de plusieurs niveaux. Donc là, vous le retrouvez sur le tableau, où on le voit sur la partie droite, en jaune et orange, où on arrive à une évaluation globale des impacts bruts. Donc là, dans l'exemple, vous avez faible et modéré. Donc par rapport à l'ensemble de ces critères, qui sont le plus objectifs possible, ça permet de déterminer pour chaque espèce si l'impact brut du projet est plutôt faible ou modéré. Dès lors qu'on va être dans des impacts modérés, il faudra proposer des mesures d'atténuation, voire même faibles. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un exemple. Alors, là encore, hyper important, parce que généralement, ça, on s'en rend compte à la fin du pro ou même au moment du dossier de consultation des entreprises, et c'est beaucoup trop tard parce que généralement, vous avez déposé vos études réglementaires. Le calcul des impacts ne porte pas que sur le projet que l'architecte, le paysagiste ou l'urbaniste va dessiner. Il porte aussi sur la localisation et le dimensionnement de la base travaux, les zones de circulation des engins de chantier qui peuvent être parfois en dehors de la zone d'étude en termes d'accès. Il peut y avoir une zone d'étude du coup qui peut être, une zone de projet pardon, plus élargie. Hyper important, les zones de stockage temporaire de matériaux, puisque en fonction, je ne sais pas, si vous stockez de la terre végétale, ce genre de choses, bah, ça peut prendre quand même beaucoup de place. Et aussi, parce qu'on l'a vu dans certains dossiers, de bien se dire que les bassins de rétention, notamment des eaux pluviales, font partie du projet. Donc, quand on creuse un bassin, il y a forcément un impact sur un habitat naturel, enfin forcément, si on a en tout cas un habitat naturel avant. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Donc, ayez en tête que pour ces impacts, calculer ces impacts bruts, il faut tous ces éléments, on en a peut-être oublié, mais surtout retenir que toute altération ou modification du milieu de manière définitive ou temporaire en phase chantier et exploitation est à prendre en compte. Donc là, il faut vraiment bien vous poser, vous en tant que chef de projet, pour être sûr que les impacts bruts sont calculés sur l'ensemble de ces éléments et ne vraiment pas en oublier, parce que généralement, si ça arrive trop tard, après, ça enraye la mécanique et ça peut quand même poser pas mal de problèmes derrière. Parce que, en revanche, les DDTM et DREAL feront des vérifications sur site, et s'il y a des choses qui n'étaient pas présentes dans le document, forcément, ils vous en feront part si ce n'est pas des associations naturalistes, ou auquel cas, ça peut générer du contentieux. Voilà pour cette étape numéro 2. Et alors, l'étape 3, qui finalement va être certainement la plus importante. Donc là, on a les impacts bruts. On sait, le bureau d'études vous a dit, il y a des impacts faibles, modérés, moyens, forts sur telle ou telle espèce. Et donc, du coup, on était plutôt en phase esquisse. Et là, vous allez commencer la phase AVP. Donc, clairement, on est sur des échanges avec l'ensemble de l'équipe. Je veux bien que tu passes peut-être l'animation suivante, Sébastien. Donc, là, il y a une importance du process et du management de projet. Donc, forcément, l'élu est au centre, on va dire, de cette pyramide, puisque c'est lui qui va valider l'ensemble des propositions qui seront faites sur cette zone d'activité que vous allez créer. Mais les deux rouages les plus importants, ça reste quand même finalement vous en tant que chef de projet, et aussi le rédacteur de l'étude d'impact, s'il y a une personne dédiée qui est en charge de cette rédaction, qui permettra de dire finalement, j'ai toutes les informations, je n'ai pas toutes les informations. Et ça, c'est très important de lui laisser les paroles, parce qu'à un moment, s'il considère qu'il n'y a pas toutes les informations, ça veut dire qu'il faut continuer à l'alimenter. Et pour ça, qui alimente? Donc, c'est l'équipe de maîtrise d'œuvre, qui devra travailler de manière hyper étroite avec le bureau d'études naturalistes. Alors, pour l'équipe de maîtrise d'œuvre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, il peut y avoir de très forts liens entre le volet hydraulique et le volet naturaliste. Je reprends le cas de, je sais pas moi, de ce qu'on appelle des crapauducs, donc des passages sous voirie pour laisser passer des amphibiens, par exemple. Et là, il se peut que votre passage, de chaque côté, ça aille soit dans une noue ou éventuellement dans un bassin de rétention. Si
il n'existe pas ce passage et que c'est pas référencé dans le dossier loi sur l'eau au niveau, on va dire, passage de l'eau, ça va pas poser de problème. Mais dès lors que vous créez ce passage, potentiellement, il peut y avoir une connexion entre votre NOU et votre bassin qui n'était pas prévue à l'origine. Donc ça, il faut vraiment qu'il y ait une discussion entre tous les intervenants qui construisent le projet, donc pas que le naturaliste avec le chef de projet et l'architecte, mais aussi avec les autres bureaux d'études, notamment hydrauliques. Voilà. Alors, on l'a dit aussi dans ce travail itératif, ce qui va être super important, notamment pour le public, et puis l'ADREAL, de toute façon, vous le demande, c'est de tout le temps garder des traces des décisions qui seront prises. Donc, c'est de se dire, voilà, telle zone, je l'ai supprimée, où il y avait tel impact brut, quelle a été la décision? J'ai supprimé la zone, je la garde pour telle raison. Et tout ça, donc toujours avoir des cartes de disponibles pour avoir l'explication et aussi de l'écriture pour pouvoir raconter tout simplement l'histoire au moment de la finalisation de l'étude d'impact. Et bien évidemment, pour tout ça, il faut que tous les choix soient validés politiquement. Alors c'est tout bête de le dire, mais c'est très important parce qu'une fois que vous aurez déposé le dossier, ça va être très dur de revenir sur des éléments réglementaires. Donc il vaut mieux que tout soit validé avant pour être sûr que les mesures d'atténuation que vous allez proposer, finalement, correspondent bien à des choix politiques validés. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est un minimum d'avoir un AVP qui soit validé politiquement pour déposer les dossiers réglementaires. Donc ça, c'est pour l'étape 3. Et là, on va entrer finalement dans les mesures, ce qu'on appelle d'atténuation. Donc là, on vous a présenté de manière assez classique ce qu'on appelle, voilà, là, on est sur la démarche ERC. Donc sur la partie de gauche de cette présentation, il y a donc les impacts bruts du projet. Donc, dans un premier temps, on va réfléchir à ce qu'on appelle des mesures d'évitement pour diminuer ces impacts qui sont non évitables. Donc, on va voir ces mesures d'évitement, mais parfois, on pourra pas. Il y aura toujours des impacts sur le projet, et on va réfléchir à des mesures de réduction. Et ensuite, ça va conclure à des impacts résiduels. Et s'il reste des impacts résiduels, il faudra mettre en place des mesures compensatoires, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. On va vraiment s'attarder sur cette phase, ce qu'on appelle d'atténuation, avec les mesures d'évitement et de réduction. Et je te laisse la parole, Sébastien, peut-être pour présenter les mesures d'évitement. Là, on va vous présenter des exemples de... Je m'entends écho. On va vous présenter des exemples de mesures d'évitement dans un premier temps. Donc en disant bien que, comme vous voyez sur la définition, l'évitement, l'idée, c'est tout simplement de modifier le projet pour supprimer les impacts qui sont négatifs. Donc cette modification de projet peut se faire lors du choix d'opportunités de type géographique et également technique. L'idée, c'est vraiment une meilleure identification, une meilleure prise en compte, surtout des zones de conflit qui auront été identifiées sur le secteur, pour éviter que le projet, du coup, vienne, j'allais dire, perturber la biodiversité, faune-flore. Si on reprend un peu en termes de différents types, donc si on a une mesure d'évitement géographique, la première et peut-être la plus, ce qui paraît la plus logique, c'est tout simplement de déplacer le projet pour éviter le conflit au regard des enjeux écologiques. Donc on le voit un petit peu là sur le schéma qui vous est présenté en bas, entre la partie de droite et la partie de gauche, où on a le secteur de projet qui a été réduit, donc toute la petite bande rouge qui entoure le secteur a été réduite sur la partie de gauche pour éviter tout simplement d'aller sur des secteurs où il y avait des espèces qui avaient été identifiées. Donc ça, c'est la première mesure d'évitement possible. La deuxième, c'est des mesures d'évitement par modification de l'emprise au sol. Donc, on l'a vu, il y a l'idée de réduire et de limiter l'imperméabilisation en supprimant tout simplement, notamment des installations comme des parkings. On le voit sur le schéma de droite. Et éviter également la destruction, la dégradation d'espaces naturels en maintenant des habitats. Donc les habitats, ça peut être aussi bien des arbres ou des haies qui sont en bordure de parcelles. L'idée, c'est de les maintenir parce que c'est des espaces où il peut y avoir des espèces à fort intérêt, mais également qui peuvent participer aux continuités écologiques et du coup au déplacement des espèces. En termes de mesures d'évitement, on a également de l'évitement qui peut être technique et temporel. Donc là, on est sur du temporel. C'est l'idée d'adapter le calendrier des travaux aux enjeux écologiques, tout simplement. Enfin, là, on vous a donné un exemple, mais globalement, on sait qu'on a des mois, des saisons qui sont plus propices tout simplement à la reproduction des espèces, etc. Et donc, il va falloir éviter, lorsqu'on va être en phase travaux, pour ne pas perturber ces espèces-là,
Donc, lorsque cela est possible, tout simplement, c'est de décaler les travaux, soit en amont, soit en aval de ces périodes qui sont favorables aux espèces, pour éviter tout simplement de la destruction, mais également du dérangement. On peut également avoir des modifications techniques de projet. On vous a donné un exemple qui est tout simple, c'est le carrefour giratoire, hein, qui va prendre énormément d'espace sur un secteur qui peut être tout simplement modifié par un carrefour simple avec des feux, ce qui permet de réduire l'emprise au sol, ce qui peut du coup éviter d'avoir destruction de certaines espèces qui pourraient être situées à proximité. Le deuxième exemple, c'est l'installation d'un pont plutôt que du remblai et des buses, notamment pour le passage de la faune aquatique. Ça paraît pas grand-chose, mais ça peut être quand même assez important pour ces espèces-là, qui vont pouvoir du coup continuer d'utiliser ces espaces aquatiques pour pouvoir se déplacer. Donc ça, c'était quelques exemples de mesures d'évitement. Vous les retrouvez, je ne les ai pas dit, mais on le retrouve sur le guide TEMA là, qui est présent, qui a été édité par le CEREMA. Si on repart du coup maintenant, donc on a vu l'évitement, on va voir la réduction. Donc là, vous avez également la définition de ce qu'est les mesures de réduction. Pareil, elles sont de différents types. Elles sont de type également géographique. Donc la réduction, ça peut passer par limiter les emprises spatiales durant les phases de travaux. Donc là, c'est tout simplement assurer un balisage des zones de stockage et du coup éviter également de pouvoir avoir des espèces qui vont passer et qui vont pouvoir tout simplement tomber dans des crevasses ou autres qui sont faites pendant les zones de travaux, pendant les phases de travaux, pardon, et qui peuvent du coup engendrer la destruction d'espèces protégées. C'est le cas notamment pour les amphibiens, ou très simplement quand on est en phase de travaux, on va créer des ornières et s'il y a un petit peu d'eau, potentiellement ces espèces-là peuvent les utiliser pour aller se reproduire et dans ce cas-là, ça devient de la destruction d'espèces protégées. D'où l'important aussi de bien cadrer, de bien identifier, bien baliser et ces zones de travaux pour éviter ensuite le passage des espèces. Peut-être pour compléter là par rapport à ce que vous aviez à l'image, donc là on a quand même deux choses. Ce qu'on imagine souvent, c'est à l'extérieur du chantier. Donc là on met des barrières, enfin voilà, qui permettent aux entreprises de ne pas aller sur les habitats qui sont potentiellement protégés ou qu'il ne faut pas détruire. Mais alors sur l'image de droite, alors ça c'est peut-être un peu plus particulier, mais vous voyez que tout a été terrassé sauf une zone. Donc là c'est enfin voilà, le bureau d'études naturalistes et l'écologue qui avait identifié donc là, c'était des gravats, ce genre de choses, où au moment donc de la bonne période, ils sont allés enlever les pierres donc de manière manuelle. Donc là, on n'utilise pas d'éléments mécaniques, on y va vraiment très doucement. Donc là, ils étaient deux écologues. Et là, sur cette opération de mémoire, ils avaient pu, alors ça peut paraître anecdotique, hein, mais il y avait, je crois, 4 ou 5 lézards qui ont été entre guillemets sauvés par du coup une intervention beaucoup plus douce que ce qui aurait pu être fait avec une pelleteuse où là, clairement, on pouvait détruire ces individus. Vas-y, Sébastien, désolé. Non, pas de souci. Toujours en matière de réduction, on a des mesures de type technique. C'est intégrer des dispositifs d'anti-collision ou d'anti-intrusion pour la faune, ce que j'ai dit tout à l'heure, du coup, pardon, j'étais un peu en avance. Et l'idée, tout simplement, là aussi, c'est d'éviter d'avoir des destructions d'espèces qui pourraient venir sur les secteurs qui sont en travaux. Et puis également, pour plus tard, lorsqu'on est en phase d'exploitation, c'est de maintenir certains espaces comme ça pour éviter tout simplement que les espèces puissent aller sur les routes et se faire écraser. Alors là, en complément, donc ce que vous voyez aussi sur les images, donc à gauche, on est plutôt sur du géotextile, hein, de la membrane assez classique, hein, qui est fixée avec des pieux. Donc on est vraiment sur de l'intervention qui est assez sommaire. Donc généralement, il faut quand même, voilà, faire une petite tranchée, pouvoir mettre les dispositifs. Et ce que vous avez sur les deux photos, alors celle du milieu et celle de droite, là on a un double dispositif, c'est-à-dire qu'on va avoir des petites mailles en partie basse qui vont éviter aux micro-mammifères, aux amphibiens, aux reptiles d'entrer sur la zone de chantier. Donc ça, du coup, votre zone de chantier, on va dire, est vraiment imperméable et donc vous pouvez faire ce que vous voulez, on va dire, dans le chantier. Et là, c'est pareil, ça reste toujours assez archaïque. Alors de mémoire, on est sur du grillage à poules, hein, sur sur l'image là qui est au milieu, et ensuite sur du poteau-bois avec du grillage plutôt classique. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être des éléments. Alors,
ça existe, certaines entreprises en proposent qui sont, ou que vous pouvez louer derrière pour éviter aussi d'avoir de production de déchets, ce genre de choses là-dessus. Et peut-être dire que du coup, le premier, je ne sais pas si tu l'as dit, c'est un chantier participatif. Oui. Voilà, et ça permet aussi de mobiliser des fois des acteurs un peu extérieurs et du coup mettre en avant les actions qui sont faites en termes de préservation de la faune et de la flore. On a également des mesures de réduction technique. Donc là, l'idée, tout simplement, c'est d'éviter tout simplement que les espèces s'installent en défavorabilisant les parcelles. Et je suis content parce que j'ai réussi à le dire. Donc du coup, voilà. Et ça se fait en amont des périodes qui sont propices à l'installation. L'idée, c'est tout simplement d'éviter qu'elles viennent, qu'elles se posent. Donc, ça va être des débrousaillages, notamment qui peut être réalisé de l'enlèvement d'enrochement, mais également, ça peut être tout simplement d'aller faire du bruit. Donc, ça a été le cas sur certains projets où pendant au moment de la période de nidification, notamment des oiseaux, sur les secteurs, c'est de s'assurer d'aller sur ce secteur-là pour quasiment tous les jours aller faire un petit peu de bruit pour empêcher les oiseaux de s'installer, de faire leur nid et du coup de ne pas ensuite être bloqué par la présence de ces espèces-là. Donc sur un chantier, ça peut être aussi d'installer la base de chantier de manière provisoire, enfin voilà, qui est toujours une occupation pour éviter que les espèces reviennent sur la zone. Ça peut être aussi des opérations avec des associations d'urbanisme, enfin d'installation temporaire, ce genre de choses, pour faire vivre aussi votre projet et en profiter pour défavorabiliser le secteur. C'est pas forcément intuitif ce genre de choses parce que on empêche les espèces de se réinstaller sur le site. Mais finalement, dans le cadre de vos opérations d'aménagement, c'est des solutions qui sont assez importantes. Autre mesure possible, c'est réduction technique toujours, c'est pratiquer l'abattage de moindre impact pour les arbres sur site. Donc là, l'idée, en fait, c'est tout simplement, on n'abat pas d'un coup et on n'enlève pas d'un coup l'arbre, mais on va faire un abattage par étapes, ce qui va permettre aux espèces qui sont présentes dans cet arbre-là de fuir. Et après, on va laisser le tronc qui est coupé au moins 48 heures sur la parcelle, là aussi pour permettre aux espèces de s'enlever. L'exemple tout simple qui va parler, je pense, à tout le monde, c'est l'écureuil. L'écureuil, en fait, dès lors qu'il a son nid, etc., et que les parents ont des petits, si vous commencez à abattre l'arbre et que vous arrêtez et que vous recommencez le lendemain, ça leur permet, eux, de récupérer les petits et d'aller les mettre dans un autre nid, parce que chez les écureuils, on a toujours plusieurs nids à différents endroits. Et donc du coup, voilà, ça évite d'avoir des destructions de nids d'écureuils notamment, mais c'est valable pour des tas d'autres espèces également, pour des chiroptères, pour des insectes et autres. Ça paraît pas grand-chose, mais ça a une réelle plus-value et ça peut vraiment assurer la préservation de certaines espèces. Alors sur l'abattage de moindre impact, c'est très lié au diagnostic, puisque le bureau d'études naturalistes aura au préalable normalement identifié les arbres potentiels où il pourrait y avoir des chauves-souris, des écureuils, que vient de le dire Sébastien. Et donc là, il y a un travail soit en endoscope où ils mettent en place aussi des dispositifs qui permettent aux espèces de sortir, de ne plus rentrer dans l'arbre, et ensuite d'avoir cet abattage avec cette latence de 48 heures au sol pour pouvoir que les espèces puissent partir. Autre moyen de réduction des impacts, c'est limiter au maximum et ou adapter l'éclairage qui sera présent sur le site. On va en profiter pour dire que la région avait engagé une étude sur la cartographie de la pollution lumineuse qui est notamment disponible sur le site de Penigé. Et l'idée, en fait, c'est tout simplement que dès lors qu'il y a éclairage, il peut y avoir un impact sur la biodiversité, soit par attraction, soit à l'inverse en faisant en sorte que les espèces ne vont pas s'approcher de ces espaces qui sont éclairés. Donc du coup, voilà, il y a quand même pas mal de choses à réfléchir en amont, notamment en termes de qualité, de couleur de lumière, mais également en termes d'éclairage. On voit que l'éclairage au sol en plein sur le ciel, c'est totalement à proscrire. Et de toute façon, il y a une réglementation également qui impose notamment pas mal de prise en compte de ces effets-là sur la biodiversité et qui va du coup vous permettre de tout simplement concevoir j'ai perdu mes mots, mais voilà, l'idée c'est de voilà. L'idée c'est de réduire la pollution lumineuse. Pour rapport à ça, alors
il y a des solutions qui sont peut-être un peu drastiques, qu'on ne voit pas encore beaucoup sur les zones d'activité. C'est tout simplement de se dire que les routes, les véhicules ont des phares qui permettent tout simplement d'éclairer la voirie. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'éclairer la voirie. Et en revanche, d'avoir une réflexion plutôt sur les espaces piétonniers avec des éclairages rasants qui soient vraiment adaptés et d'en mettre typiquement le moins possible. Et là, on fait le lien aussi avec les fonctionnalités écologiques. Dès lors qu'il y a des passages, où on sait qu'il y a des passages, par exemple, notamment de chauves-souris, eh ben, on va essayer, sur ces zones, en tout cas, de limiter au maximum l'éclairage de ces zones suite aux aménagements. Autre exemple de réduction, toujours réduction technique, c'est adapter les bassins de rétention. En fait, c'est tout simplement, au lieu d'avoir un bassin de rétention qui est très standard, très à la verticale, avec une bâche, c'est d'avoir quelque chose qui est plutôt innervé avec des pentes douces, qui permet à la fois du coup d'avoir une biodiversité qui est adaptée au milieu aquatique, qui peut ensuite se développer. Et puis également, s'il y a des espèces qui vont à l'intérieur, elles peuvent très facilement ressortir. Et du coup, il n'y a pas de mortalité supplémentaire en lien avec ces bassins de rétention. Également, c'est de favoriser un chantier propre en minimisant les déchets et les rejets dans les milieux naturels. Donc ça paraît assez simple, mais c'est quand même important de le redire. Voilà, là on a des exemples en effet avec des bennes qui sont mis à disposition, qui sont bien identifiés avec des visuels pour chaque bac et qui permet du coup vraiment de récupérer au maximum les déchets. Et je crois que c'est la dernière mesure de réduction qui s'est présentée, c'est tout ce qui est création de micro-corridors et de passage à petite faune. Donc là aussi, c'est en lien avec l'étude qui aura été faite en amont, qui va identifier des secteurs où potentiellement on peut avoir du passage d'espèces et donc des continuités écologiques. Et l'idée, c'est tout simplement de proposer, comme vous voyez sur les photos de gauche, des techniques pour permettre le maintien de ces passages-là. Donc là, on le voit, on a tout simplement un petit passage qui est enterré sous la route et qui va permettre à toute la petite faune de pouvoir accéder de droite à gauche sans passer par la route et sans se faire écraser. Voilà. Donc là, par rapport à ça, ce qu'on disait, c'est qu'on arrive vraiment sur des choses très précises. Et donc, du coup, on est plutôt en phase pro avec un niveau de détail important parce que quand il va falloir dessiner donc sur la partie de gauche, là, les crapauducs, forcément, il faut des plans qui sont quand même très précis. Juste sur sur la partie de gauche, l'image du bas, en fait, on a tout simplement un caniveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les espèces, notamment les amphibiens, sont piégés. Ils n'arrivent pas à remonter et donc du coup, ils meurent soit d'épuisement ou ils vont se retrouver dans les avaloirs et du coup vont mourir. Donc juste mettre en place une petite grille permet le passage de ces espèces. Sur la photo de droite, vous voyez, il y a un filin qui est en partie haute au-dessus de la route. Alors, c'est pas un fil électrique, non, c'est un écuroduc. Donc là, on a par exemple vu enfin voilà, il y avait une zone où il y avait plusieurs arbres qui passaient au-dessus de la route. Alors généralement, ce qui se passe, c'est au niveau du diagnostic, il y a des recensements. Alors de temps en temps d'écrasement d'espèces. Et là, imaginons qu'on a vu qu'il y avait du passage d'écureuils. Et donc c'est juste un filin qui est mis entre deux arbres. Et il y a des entreprises spécialisées qui peuvent proposer ce genre d'installation. Et en termes de plan, l'exemple, on le trouve vraiment intéressant là sur la partie de droite, c'est de vraiment localiser tous finalement ces passages à petite faune, en fonction des micro-corridors, et bien de les localiser sur les plans pour là encore informer le public et que ce soit le plus clair possible, et aussi derrière pour les entreprises de travaux, dès lors que vous aurez à mettre en place le chantier. Ah non, pardon. J'avais également une autre mesure de réduction. Donc, on revient en fait sur celle qu'on avait vue tout à l'heure en termes d'évitement. Donc là, c'est la réduction également sur temporelle en prenant en compte le calendrier des travaux et au niveau des enjeux écologiques. Pourquoi ils se retrouvent sur les deux? C'est tout simplement parce qu'en fonction de la durée, notamment par exemple des travaux que vous allez effectuer, et bien forcément, vous n'allez pas pouvoir dire j'arrête de mars à juin, je ne fais plus rien et puis je reprends après. Puis si sur plusieurs années comme ça ne sera pas possible. Donc du coup, ça peut aussi être de la réduction de dire que vous allez à minima, essayer de décaler la phase de travaux notamment, pour éviter les phases les plus importantes, mais que concrètement, vous ne pourrez pas aller jusqu'à l'évitement total. Et donc du coup, voilà, c'est aussi pour ça qu'ils se retrouvent sur ces deux, à la fois sur l'évitement et à la fois sur la réduction.
Est-ce que peut-être avant Est-ce que vous d'attaquer avez des l'étape questions? Ouais. 5, je pense qu'on peut peut-être prendre des questions si vous en avez d'ores et déjà. Alors, toujours pas de questions sur le chat. Je pense que vous êtes totalement limpide dans vos propos. Est-ce que quand même certaines personnes souhaiteraient poser des questions là, à l'oral, ou tout est clair pour vous, ou trop dense? N'hésitez pas à activer votre micro si c'est le cas. Et ben on enchaîne, hein, s'il n'y a pas de questions, on enchaîne. Allez. Je pense qu'il y aura des questions après, là. Oui. Du coup, je crois que je reprenais la main, Sébastien, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc là, on a parlé de toutes les mesures d'atténuation. Alors, ce qu'on vous a présenté, ce sont des exemples, bien entendu. Alors, c'est ce qu'on retrouve de manière assez récurrente, hein, sur les projets. Il y en a forcément d'autres, hein, il n'y a pas que celle-là. Et ce qu'on vous incite vraiment à faire, c'est de demander au bureau d'études naturalistes de proposer des mesures d'atténuation qui soient vraiment adaptées au site et qui se creusent la tête pour vous proposer des mesures adaptées, localisées, réfléchies aussi en fonction des fonctionnalités écologiques existantes, mais aussi que vous allez pouvoir créer grâce à votre projet. On peut recréer des bassins, on peut recréer des haies, des passages, et tout ça, il faut l'anticiper et surtout le réfléchir par rapport aux différents groupes taxonomiques. On ne va pas faire les mêmes aménagements pour des amphibiens que pour du hérisson. Voilà, donc tout ça doit être vraiment réfléchi aussi dans le cadre du projet et demander aussi notamment aux paysagistes de produire des cartes avec le naturaliste, finalement de passage des espèces sur votre projet une fois qu'il sera, enfin voilà, que vous l'avez pensé. Ouais, et peut-être Donc, juste dire que si c'est fait le plus en amont possible, hein, on en revient toujours au même, dès lors qu'on va le faire en amont, les coûts ne seront pas exorbitants et du coup, c'est vraiment des actions qui ne sont pas forcément chères à mettre en place et qui peuvent avoir un vrai intérêt pour la biodiversité. Voilà. Alors du coup, donc, sur ces mesures d'atténuation, donc on avait les impacts bruts sur le projet. Donc, vous avez dessiné un projet en phase esquisse. Là, on regarde les impacts bruts. Vous continuez à faire votre projet, phase AVP Pro, à le dessiner, à le réfléchir, le modifier, le faire valider par l'élu. Et une fois que tout ça est fait, on va qualifier ce qu'on appelle, les impacts résiduels. Donc, on avait des impacts bruts, on a mis en place en phase des mesures d'atténuation. Donc là, vous avez donc dans ce tableau, on retrouve donc plutôt sur la partie droite, la troisième colonne en partant de la droite, donc ce qu'on appelle, enfin voilà, avec les impacts bruts. Donc on a les enjeux, les impacts bruts, là par exemple, pour le moineau friquet, on se rend compte qu'on avait des impacts bruts qui étaient modérés, et grâce à la mesure notamment d'atténuation de réduction R1 qui a été proposée dans le dossier là, dont on a extrait le tableau, on se retrouve à un impact résiduel faible. Donc le but du jeu, c'est que les mesures d'atténuation fassent diminuer les impacts de faibles, très faibles, voire nuls. Voilà. Généralement, quand on est sur des impacts faibles à la fin, on n'a pas besoin normalement de mettre en place des mesures compensatoires. Ça dépend des discussions que vous aurez avec l'Adréal. Mais quand on arrive à un niveau faible, normalement, on considère que les mesures d'atténuation sont efficaces. Donc ça, c'est un tableau. Ce sera le bureau d'études naturalistes qui va vous proposer cette classification. Donc ça, c'est l'étape 5. Ensuite, on va passer à l'étape, normalement, 6, qui est, alors, la prise en compte des effets cumulés. Donc ça, c'est demandé au niveau réglementaire, hein, dans le Code de l'environnement. Donc, c'est de prendre en compte les effets cumulés avec les projets alentours. Alors, cette définition est assez vaste et on vous encourage vivement dans les discussions que vous aurez en amont avec l'Adréal. Enfin, vous savez que de toute façon, vous allez devoir prendre en compte les effets cumulés des autres projets. C'est de définir la zone géographique dans laquelle vous allez identifier les autres projets. Donc ça, c'est de la faire valider en amont par l'Adréal. Donc la zone géographique autour de votre projet, est-ce que c'est 10 km, 20 km, 30 km, que sais-je? Ça dépendra forcément des enjeux qui auront été identifiés sur votre zone. Si on est sur des oiseaux, par exemple, les zones vont être beaucoup plus élargies que si on est sur un enjeu flore, par exemple. Donc là, c'est vraiment de voir ça avec l'Adréal en amont. Et une fois que vous avez vu ça, donc ce que dit le Code de l'environnement, c'est tous les projets qui ont été soumis à avis d'autorité environnementale. Donc ça, vous le retrouvez sur le site internet de l'Adréal. Et donc, le bureau d'études va faire une liste de tous les avis d'autorité environnementale qui sont concernés sur cette zone. Donc, il va reprendre tout l'historique.
Et en fonction de ça, il va voir si les projets, imaginons que vous avez, je sais pas moi, vous avez un impact sur une espèce d'oiseau, et vous vous rendez compte que sur cette même, enfin, sur ce même espèce, vous avez peut-être 20 projets dans la zone géographique qui ont impacté cette espèce. Peut-être que dans ce cas-là, ça va faire remonter le niveau d'impact résiduel. Là où, en revanche, si on considère qu'il n'y a quasiment pas de projets qui touchent les espèces que vous avez vues sur enfin, votre zone de conception et de travaux, où là, bah, finalement, il n'y aura pas beaucoup d'impact supplémentaire. Donc là, ça permet de voir par rapport aux impacts résiduels que vous avez calculés, si le fait qu'il y ait d'autres projets qui ont mis une pression particulière sur une espèce en particulier fait remonter ou pas les impacts résiduels. C'est une partie qui est, alors on va le dire très franchement, qui n'est pas évidente à cerner. Il n'y a pas aujourd'hui une méthode au niveau national qui est définie pour mesurer ces effets cumulatifs. Les bureaux d'études naturalistes ont beaucoup de mal à les mesurer. Il y a des réflexions au niveau du ministère là-dessus depuis quelques années, mais finalement, il n'y a pas forcément une méthode qui a été établie. Donc, les conclusions sur ces effets cumulés sont généralement assez faibles, on ne va pas dire de mauvaise qualité, mais on va dire que les bureaux d'études font avec ce qu'ils peuvent, avec le temps qu'ils ont aussi là-dessus. Donc voilà pour les effets cumulés. Donc là, dans la même logique, hein, on va passer à l'étape 7. Une fois qu'on a ces effets cumulés, ben on refait la synthèse des impacts résiduels, comme je vous l'ai expliqué. Soit ils sont plus importants, soit on considère qu'il n'y a pas d'impact supplémentaire lié à ces effets cumulés. Et donc là, on va arriver à l'étape 8. Est-ce que Sébastien, tu reprends la main pour les mesures d'accompagnement? Ou je ne sais plus ce qu'on s'était dit. Je pense qu'on n'en avait pas parlé. Oui, d'accord. Bah, du coup, mesures d'accompagnement, donc on l'a vu, la réduction, etc. L'idée, c'est tout simplement d'avoir des mesures qui ne sont pas inscrites forcément dans le cadre réglementaire ou légalement obligatoire, mais du coup, elles sont proposées de manière bah voilà, c'est vous qui les proposez. Il faut elles viennent du coup renforcer les démarches ERC qui ont été mises en place et elles doivent être à la fois pertinentes et efficaces. Donc en termes de mesures d'accompagnement, ça peut être à la fois soit du financement en propre, c'est-à-dire vous allez financer des structures, des études pour approfondir des connaissances, également financement de travaux de recherche. Ça a été le cas sur des grands travaux de ferroviaires où du coup forcément il y a eu des travaux de recherche qui ont été financés en parallèle. Ça peut être également des contributions à une politique publique, que ce soit des PNA, des actions Natura 2000, etc. Ça peut être de l'accompagnement en termes d'expérimentation, que ce soit ou dans le génie écologique, mais également dans le renforcement de population ou la transplantation d'espèces. Donc là, l'idée, c'est simplement de favoriser le développement, notamment, c'est le cas surtout pour la flore, où l'idée, c'est dès lors qu'on va avoir un impact sur une espèce, en termes d'accompagnement, on peut proposer tout simplement d'avoir une sorte de bouturage, lorsque c'est possible, de ces espèces-là, pour pouvoir ensuite les implanter sur d'autres secteurs. Et puis, il y a également tout ce qui est, on le disait tout à l'heure, hein, quand on a parlé un petit peu des travaux qui étaient en termes de travaux là sur les routes avec des jeunes qu'on avait vus, c'est tout ce qui est travail de communication et de sensibilisation à l'intention du grand public, mais également des acteurs économiques de votre territoire pour les mobiliser sur certains effets ou sur certaines espèces qui peuvent être présentes sur ces secteurs-là. On va aussi, ouais, on n'en a pas forcément parlé là, mais on va aussi retrouver dans les mesures d'accompagnement, par exemple, la pose de nichoirs. On considère que les nichoirs, c'est pas une mesure de réduction parce qu'on va mettre en place des nichoirs. Alors, vous n'allez pas les mettre vous directement, alors soit sur des arbres qui sont présents sur site, ou ça peut se retrouver aussi sur les bâtiments qui vont être ensuite implantés sur vos zones d'activité économique. Alors, on va le retrouver dans les permis de construire ou les cahiers des charges de cession de terrain. Mais ça, on considère que mettre un nichoir, ça ne garantit pas le retour de l'espèce forcément, parce qu'il faut qu'ensuite l'oiseau aille dans le nichoir ou s'il y a des gîtes à chiroptères, que les chauves-souris viennent dans ces gîtes. Donc là, vu que la réussite n'est pas garantie, on considère que ce n'est pas une mesure de réduction, mais bien une mesure d'accompagnement. Donc ça vient en supplément. Ces mesures d'accompagnement, généralement, c'est quand même bien d'en mettre dans le dossier, parce que ça montre aussi la bonne foi du maître d'ouvrage pour prendre en compte les espèces protégées, voire même communes qui sont présentes sur le site. Donc ça, je pense que c'est toujours important aussi de pousser un peu ces mesures d'accompagnement. Alors, pas sans faire du greenwashing, mais vraiment faire des choses qui sont adaptées à votre site et que le bureau d'études naturalistes peut vous proposer.
Et peut-être juste pour information, notamment pour les collectivités, l'idée aussi, c'est quand on fait de la pose de nicheur pour des mesures d'accompagnement, ça peut être intéressant de l'intégrer aussi dans un travail qui est en lien avec les scolaires. C'est quelque chose qui est fait sur certains territoires. Et du coup, ça valorise ce qu'on disait, tout ce qui est sensibilisation, etc. Ça valorise le travail et ça permet du coup aussi de faire un travail avec les écoles qui sont situées à proximité et du coup de les sensibiliser à la préservation de la biodiversité. Je vais te relaisser la main. Ouais. Alors du coup, une fois qu'on a fait ces 8 étapes, finalement, on arrive à la fin du volet naturel de l'étude d'impact. Ou du volet naturel de conception. Rappelez-vous, même si vous n'êtes pas soumis à l'étude d'impact, nous, on vous conseille vraiment de suivre ces étapes-là. Une fois qu'on a fait ça, il y a deux solutions. Soit on considère qu'il n'y a plus d'impact, enfin on considère avec le bureau d'études qui vous guide, naturaliste, qui va vous dire qu'il n'y a plus d'impact résiduel, auquel cas vous pouvez déposer votre étude d'impact. Enfin, voilà, donc là il y a toutes les mesures d'atténuation, puis elle va vivre sa vie d'un point de vue réglementaire. Soit la deuxième solution, il y a des impacts résiduels, et auquel cas, là il faut préparer un dossier de dérogation pour destruction d'espèces protégées, ou c'est communément appelé aussi dossier CNPN. Donc là c'est toute la partie mesures compensatoires qu'on ne verra pas aujourd'hui. Mais s'il y a des impacts résiduels, rappelez-vous du petit schéma là qu'on vous a présenté à un moment donné, il ne peut pas y avoir d'impact. Donc s'il reste des impacts, il faut forcément de la compensation. Et ce que dit la loi, c'est même un gain écologique. Donc votre compensation que vous allez proposer devra offrir un gain pour les espèces protégées qui ont été impactées. Mais ça, on y reviendra plus longuement lors d'un autre webinaire. Donc ça, c'est les deux conclusions. Donc là, en gros, il y a un rapport qui est déposé. Tu peux passer à la slide suivante, Sébastien. Donc le rapport est déposé et il peut être donc fourni à la personne qui va rédiger aussi l'étude d'impact, qui va s'en imprégner pour construire son dossier. Alors, ce dossier, c'est vraiment un peu comme ce qu'on vous avait présenté en webinaire 1 sur le diagnostic et le diagnostic écologique. On est vraiment sur de la durée et des coûts estimatifs. Il ne faut pas forcément prendre ça comme argent comptant. Alors, pour les compétences que vous allez rechercher par rapport au bureau d'études naturalistes, pour ce type d'écriture de documents, il faut quand même des gens qui sont plutôt un profil senior, qui ont déjà fait certains dossiers et qui vont surtout s'appuyer sur l'ensemble des experts écologiques qui vont faire remonter de l'information. Et on l'a dit, tout ce qui est travail de cartographie, avoir vraiment dans le bureau d'études naturalistes un poste de sigiste cartographe spécifique sur le sujet et pas forcément des gens qui sont experts écologues, mais qui font aussi des cartos, parce qu'on se rend bien compte que, alors, il y a certainement des gens qui font ça très bien, mais voilà, ce qu'on constate, c'est quand même que ça reste un métier, et il vaut mieux quand même quelqu'un d'identifié au sein du bureau d'études naturalistes pour réaliser ces cartographies. Qu'est-ce qui va être compris dans le coût finalement du volet naturaliste de l'étude d'impact? Donc c'est la participation aux réunions avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, avec vous, la maîtrise d'ouvrage, la proposition des mesures d'atténuation, et aussi par rapport à la fonctionnalité du site, et la rédaction du rapport. En termes de temps, alors c'est vraiment estimatif parce que ça dépend aussi de la complexité du projet, de la durée du projet, ce genre de choses. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'allers-retours avec l'Adréal des DTM notamment, ou avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc on estime en règle générale entre 5 et 10 jours de travail, mais là encore on vous dit c'est estimatif, et en termes de coût on serait de l'ordre de 3 000 à 8 000 euros pour la réalisation d'un dossier de ce type. Et la durée estimative, mais finalement ça c'est vraiment à titre indicatif, puisque on l'estime plutôt à 3 mois, donc vraiment d'écriture du rapport, de proposer les mesures, mais finalement ce qui va guider le rythme d'écriture de ce document, c'est tout simplement vous et la réalisation de l'AVP et du pro. Donc s'il y a un AVP et un pro qui court sur 8 mois, généralement la mission sera aussi de 8 mois pour le bureau d'études naturalistes, parce qu'il devra toujours s'adapter aux nouveaux plans, aux modifications qui sont proposées par les architectes, urbanistes, paysagistes. Voilà, donc ça c'est vraiment pour vous donner des notions de coût, de durée et de temps et de compétences. Avant peut-être de rattaquer, on va faire une pause sur des questions éventuelles. Oui, effectivement, il y a 2 questions. Alors, si Madame Bessière ne nous en veut pas, on va commencer par Madame Hérisson qui avait une question plus spécifique par rapport à ce qui vient d'être présenté, et on reviendra ensuite sur des questions plus générales de Madame Bessière. Donc Aurélie Hérisson
Je la laisserai prendre la parole si elle voulait préciser ses propos, mais donc elle voulait revenir sur les mesures d'accompagnement et demander à quel moment elles s'inscrivent dans la séquence ERC, à quel moment doit-on les mettre en œuvre, après l'obtention des autorisations ou lors de la rédaction des dossiers. Donc je ne sais pas si j'ai bien retranscrit la question ou si vous voulez la préciser, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, c'est bon, c'est parfait. Enfin, je veux dire, oui, c'est exactement ça. Si vous pouvez juste nous préciser peut-être le territoire. Communauté de communes Sorey-à-Gouttes, donc nous nous situons dans le sud du Tarn. Merci. Je vais peut-être répondre à la question. Alors, c'est un peu polymorphe la réponse parce que du coup, ça va dépendre. Les mesures d'évitement, généralement, elles seront quand même alors, soit en phase de préconception, là où on va vraiment décider de réduire le projet en termes de taille, c'est ce qu'on vous a fait voir en début de présentation. Soit c'est souvent en phase chantier, où là… Pierre, tu parles des mesures d'accompagnement, hein? Oui, mais c'était pas sur les trois, la mémoire, la question? Non, juste sur les mesures d'accompagnement? D'accord. Sur les mesures d'accompagnement, parce que enfin, après, vous pouvez développer parce que tout est bon à prendre dans vos conseils, vu que nous, on est en train de constituer un dossier d'autorisation environnementale unique et que justement, on est en train de travailler sur cette séquence-là, dont on a bien avancé sur le E, le R et le C. Je dirais, mais effectivement, sur les mesures d'accompagnement, on n'en a pas réellement prévu, hormis sur la partie agricole. C'est pour ça que je suis assez surprise de l'entendre côté environnemental. Donc, je me dis que peut-être, voilà, comme vous l'aviez indiqué, dans nos mesures d'évitement et de la réduction, en fait, on n'a pas fait d'évitement et de la réduction, on a fait de l'accompagnement. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir plus de précision sur ces mesures-là. Alors, généralement, alors tout dépend, enfin, pareil des mesures, mais si c'est du financement de programmes de recherche, de programmes existants. Donc les PNA, c'est les plans nationaux d'action sur des espèces en particulier. Donc là, c'est un financement. Donc là, il faut vous renseigner par rapport aux espèces que vous impactez. Est-ce qu'il existe un plan? Est-ce que vous êtes dans une zone Natura 2000? Enfin, en gros, est-ce que vous pourriez, en finançant, accélérer la protection des espèces potentiellement impactées par votre projet? Pour ce qui est des nichoirs, on l'a dit, finalement, ça va être… alors, par exemple, une bonne mesure d'accompagnement, à mon avis, c'est plus des nichoirs que vous allez installer sur l'espace public, parce que là, au moins, vous êtes sûr de maîtriser le fait que vous allez bien mettre en place les nichoirs, les entretenir, faire un suivi. Là où, quand vous déléguez ça sur les parcelles privées, de fait, peut-être que l'entreprise qui va acheter le lot, oui, elle aura installé les nichoirs parce que c'est inscrit dans le cahier des charges de gestion de terrain, mais est-ce qu'elle va vraiment les nettoyer au bon moment? Est-ce qu'elle va les suivre? Ce sera peut-être moins le cas. Donc, moi, je vous encourage plus en tout cas à proposer des mesures d'accompagnement sur l'espace public parce que là, vous êtes sûr que normalement, vous pouvez les gérer. Voilà, donc j'espère que je réponds à votre question. Après, elles sont des mesures d'accompagnement. Là, c'est aussi lors de la discussion avec la DREAL des DTN qui peuvent vous renseigner et même aussi au niveau du diagnostic écologique quand vous l'avez fait avec l'ensemble des associations naturalistes pour voir quels sont aujourd'hui, enfin, les travaux de recherche, les études qui pourraient éventuellement les aider à répondre à des problématiques liées à des espèces protégées que vous avez impactées sur votre projet. J'espère que c'est pas trop flou comme réponse. Non, je vous remercie déjà. Non, c'est pas flou, c'est complexe en fait. Donc, mais bon, ça nous permet de voir, voilà, de voir un peu plus ce que c'est une mesure d'accompagnement par rapport au reste. Merci. Juste pour un exemple, il y a un PNA par exemple sur l'outarde quintepetière, sur le lézard osselet. Donc les PNA, il y a des plans d'action qui ensuite doivent être financés. Effectivement, souvent les financements ne sont pas dingues. Donc du coup, ça permet de mettre en place des actions aussi si des maîtres d'ouvrage, dans le cadre de leur mesure A d'accompagnement, peuvent accélérer ce type de dispositif. Ok, merci. Et peut-être une précision sur à quel moment on doit les mettre en œuvre? Je ne sais pas si tu as… de toute façon, toutes les mesures, alors sauf les mesures qui sont liées au chantier particulier, mais tout ce qui va être fait en amont, normalement, avant le premier, on va dire, coup de pelle, tout doit être calé. Et ensuite, c'est au moment de la construction du projet. Donc ça, si vous devez mettre en place un crapodux, au moment où vous allez faire vos chaussées, il faut que le crapodux soit mis en place à ce moment-là.
et surtout pas après. Voilà. Donc, enfin, ça, je dirais, ça suit le fil de votre aménagement. Là où ce sera beaucoup plus délicat, c'est pour les mesures compensatoires, mais ça on en reparlera plus tard, où les mesures compensatoires, elles doivent être mises en place dès lors que vous avez votre autorisation environnementale. Au premier jour, elles doivent être mises en place. Donc là, il y a un vrai besoin d'anticipation. Mais ça, c'est un autre sujet, les mesures compensatoires. Donc, je vais passer à la première question en fait, qui a été posée par Madame Bessière, donc qui ne concernait pas spécifiquement forcément ce que vous avez présenté, mais une question un peu plus générale qui concerne la requalification, la renaturation de ZAC et de zones urbanisées existantes où des entreprises sont implantées. Elle demande comment s'y prendre et quelles méthodes on pourrait préconiser. Et globalement, donc comment favoriser et remettre de la biodiversité dans ce type de zone d'activité existante. Là aussi, je laisse la parole à Madame Bessière pour peut-être préciser son territoire et préciser la question si, voilà, si j'ai détourné un petit peu le sujet. Bonjour à tous. Oui, non, effectivement, c'est ça. Donc, moi, je viens de la commune de Tournefeuille, à côté de Toulouse, donc 27 000 habitants. Voilà, et donc, on travaille dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité communale, justement, voilà, on va travailler sur une ZAC, donc au nord de la commune, limitrophe avec Colomiers. Et c'est pour ça que voilà, on se pose ce type de questions. Merci. Alors, sur la renaturation sur des... Alors, ce que je comprends bien, c'est une zone d'activité qui peut être existante et comment on... Oui, c'est ça, pérennise déjà existante. Hein. Ouais. C'est comment justement revégétaliser. Donc là, c'est vrai que c'est pas la même logique que ce que vous avez présenté. C'est pour ça que je me pose la question. Alors, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais je pensais peut-être voilà, avoir des réponses lors de ce webinaire. Alors, il y a des techniques. Hein. Alors là, on va être plutôt dans des mesures d'accompagnement. Parce qu'en fait, encore une fois de plus, c'est comme les nichoirs. On ne sait pas si ça va réellement marcher. On pense que si on renature certains secteurs et qu'on recrée des habitats, il y a certaines espèces, notamment protégées, pourront revenir. Mais imaginons que, je ne sais pas, moi, il y a une entreprise qui s'installe à côté, il y a un gardien, je ne sais pas, il y a un chien ou ce genre de choses, bah, peut-être que les oiseaux qui étaient prévus, l'habitat qui était prévu, bah, ils ne vont pas venir tout simplement lié à ce dérangement. Mais ça, vous ne pouvez pas, entre guillemets, le savoir. Donc, on sera plutôt sur des mesures d'accompagnement. Et là, donc, on peut avoir des toitures végétalisées, de la renaturation d'espace au sol, où là, on vous encourage très vivement à utiliser aussi une palette végétale adaptée, le label végétal local, ce genre de choses. Mais on sera vraiment plus dans la mesure d'accompagnement. Voilà, avec du suivi. Généralement, c'est bien aussi de suivre ces zones pour voir justement comment elles se développent et si derrière les espèces qui étaient ciblées s'y installent. Voilà. Mais aujourd'hui, on est plus sur de la mesure d'accompagnement, parce que d'un point de vue scientifique, on a assez peu de retours. Enfin, généralement, alors, voilà, les écoles, enfin, il y a certains écologues, c'est un vaste sujet. Il y en a qui considèrent ça plutôt comme des mesures de réduction, d'autres d'accompagnement. C'est pas tranché, mais du coup, vu qu'on ne sait pas exactement si les espèces vont revenir sur site, moi je mettrais plutôt ça en mesure d'accompagnement. Oui, sachant que là, c'est en lien avec un ABC, c'est ça. Donc, de toute façon, vous allez avoir des inventaires ABC participatifs qui vont être réalisés sur la zone. Oui, alors effectivement, on va voir. C'est ça aussi un peu la question de la méthodologie, c'est-à-dire finalement comment traiter ce type de zone qui est quand même différente du reste de la commune. Pour l'instant, donc on travaille Nature en Occitanie qui n'ont pas encore tout à fait commencé finalement la partie inventaire sur cette zone-là, bien sûr sur le reste de la commune, oui. Mais voilà, comme c'est spécifique, comme voilà, type de zone avec des entreprises implantées, c'est aussi comment on travaille avec des entreprises, voilà, ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps, c'est déjà les sensibiliser pour travailler avec eux, pour avancer si vous voulez. Mais c'est vrai que quand on vous dit une mesure d'accompagnement, là, j'avoue que je ne vois pas exactement ce que vous voulez dire. Donc, non, vous avez c'est pas en lien avec la palette végétale locale, mais moi je parlais plus globalement de la démarche à avoir, je pense. Oui, non, là, vous n'êtes pas sur des mesures d'accompagnement, vous êtes vraiment sur des mesures simplement de prise en compte de la biodiversité dans un espace, enfin dans une ZAC qui fonctionne et en lien avec un ABC. Globalement, l'idée, enfin, ce qu'on vous a présenté en mesures et d'atténuation et de réduction peuvent aussi vous servir et alimenter votre travail, notamment le travail sur la réduction de la pollution lumineuse. On sait que de toute façon, il va y avoir un impact, il va y avoir des espèces chiroptères, etc., qui vont être sur ces secteurs-là. Donc ça peut être intéressant. Et le travail avec les
avec les avec les entreprises. Ça peut être en lien également avec Entreprises engagées pour la nature, qui est un dispositif de l'OFB si je ne me trompe pas, et qui permet du coup de vraiment un peu de fédérer les entreprises, de mettre en avant une sorte de challenge entre ces structures-là pour pouvoir du coup les motiver et les mobiliser sur des secteurs, sur des projets en lien avec la biodiversité. Et alors je vais peut-être m'avancer, mais on va également travailler sur Bioccitanie. Il va y avoir également un travail sur Bioccitanie grand public, où il y a également des travaux qui vous seront présentés d'ici, enfin par la région en 2022, pour vous accompagner. C'est l'outil justement de sciences participatives, c'est ça Alors, Bioccitanie, il y a plusieurs parties. Il y a une partie qui est plutôt élue, enfin pour vous, entre guillemets, et qui est plutôt ce qu'on a présenté en première partie, qui était vraiment sur de la cartographie, et pour réduire tout simplement, pour identifier potentiellement les espèces qui sont présentes et pour avoir une première idée sur quoi je vais faire attention. Et là, on a un autre biosite. C'est des citoyens, non, qui peuvent aussi, les habitants, contribuer à transmettre des données pour réaliser les cartographies? Alors non, pas directement, parce que du coup c'est vraiment en lien avec le SINP, donc le système d'information nature et paysage de l'Adréal, et l'idée c'est qu'en fait ce SINP récupère toutes les données des associations, etc. Donc forcément il y a du grand public potentiellement qui peut être intéressé, qui peut avoir travaillé, mais c'est pas directement. Et ce dont je vous parle, c'est un autre outil qui vous a présenté, je pense, d'ici 2022, qui sera mis à disposition des territoires, et l'idée c'est de vous accompagner dans un travail avec les citoyens, pour du coup favoriser la prise en compte de la biodiversité. Mais ça, on s'écarte un peu du sujet. J'aurais peut-être pas dû en parler pour pas vous... Voilà. Oui, j'ai bien conscience que c'est un petit peu à côté. Mais c'est vrai que voilà, comme c'était sur votre webinaire sur les ZAC, alors c'est vrai que là c'est plutôt pour la construction de ZAC. Mais nous, c'est vrai que voilà, on cherche aussi sur les ZAC existantes déjà, ce qu'on peut améliorer. Voilà. Typiquement, le filin pour le passage des écureuils, c'est quelque chose qui peut très bien être fait dès lors que Nature en Occitanie va vous identifier qu'il y a la présence de ces espèces-là, etc. N'hésitez pas aussi au niveau du PLU à regarder ce que vous avez identifié en termes de corridors, de trames vertes et bleues, et tout ça va du coup alimenter globalement votre étude ensuite sur ce secteur-là. Oui, il faut qu'on avance avec Nature en Occitanie déjà sur tout ça. Oui. Alors, plus de données. Ok, merci. De mon côté, pas plus de questions dans le chat, donc on laisse effectivement la parole pour poser des questions s'il y a besoin. Après le temps file, alors normalement 10 minutes c'est bon, mais on pourra reprendre des questions à la fin, n'hésitez pas. Mais du coup, on avait encore des derniers éléments à vous présenter qui sont pas forcément totalement intuitifs, c'est-à-dire qu'on a parlé de la phase de conception. Donc ce qu'on disait, c'est que généralement, donc là vous travaillez en tout cas sur des plans plutôt en bureau, vous n'allez pas forcément sur site, mais voilà, on pense le projet, les routes, les lots, voilà tout ce qui va avec. Sauf que pendant ce temps-là, pour penser tous les éléments, il peut y avoir des opérations qui doivent être réalisées en amont. Je pense notamment aux fouilles archéologiques, aux tests de perméabilité des sols sur tout ce qui est sujet hydraulique, création de bassins, aux tests de résistance des sols pour l'implantation de vos futurs bâtiments, ou de routes, donc les tests de pénétromètre notamment, et tout ce qui est débroussaillement d'entretien ou de lutte contre les incendies. Donc ça, finalement, pendant la phase conception, il peut se passer tout ça. Et donc, de fait, il y a une intervention sur site. Alors, les fouilles archéologiques sont généralement le plus important, je ne vais pas dire problématique, mais en tout cas, on a quand même souvent des gros engins qui arrivent sur site, on peut avoir des tranchées. Et donc là, les tranchées, il ne faut pas les faire n'importe où. Donc pour ça, ce qu'on vous conseille plus que vivement, et ça peut être une mesure de réduction d'ailleurs de votre volet naturel d'études d'impact, c'est de dire qu'il va y avoir un expert écologue qui va accompagner les entreprises sur l'ensemble de ces opérations-là. Donc ça, c'est la slide d'après. Alors, je vais vous faire l'économie de peut-être tout lire, mais en gros, donc là, on repart sur des étapes, mais le but du jeu, c'est que le naturaliste aille sur site, voit les secteurs qui sont finalement à éviter. C'est ce qu'on a montré. Il met de la rubalise, il met des zones pour dire, je sais pas moi, vous avez des orchidées à cet endroit, vous avez des habitats protégés à cet endroit. Donc il va tout délimiter sur site pour éviter au moment des fouilles archéologiques ou des tests de perméabilité d'aller sur ces secteurs, tout simplement. Donc là, il va transmettre tous ces plans à l'entreprise. Il va y avoir une réunion avec l'entreprise, le naturaliste et vous,
pour déterminer finalement où vont être réalisés les travaux, les fouilles, aussi où vont être stockés potentiellement, enfin garés les engins, où vont passer les véhicules, pour voir exactement dans la même logique pour le volet naturel d'études d'impact, quels vont être potentiellement les impacts de ces types d'interventions. Tous ces éléments ensuite vont être repris par le bureau d'études naturalistes qui va faire des préconisations et des plans. Donc là, il va faire un petit dossier, un petit rapport qui va transmettre à l'entreprise, qui va bien évidemment respecter l'ensemble de ces préconisations. Donc ce que j'encourage vivement à faire sur la réunion, là, c'est qu'il y ait une réunion en salle et évidemment sur site avec l'entreprise, le maître d'ouvrage, le bureau d'études naturalistes. C'est hyper important là d'aller sur le terrain. Et une fois que les travaux sont engagés, le naturaliste pourra passer, alors soit de manière prévue ou inopinée sur site, pour être sûr que les préconisations sont respectées. Si on est sur des travaux qui durent un peu longtemps, donc généralement c'est des comptes rendus de chantier ou de visite une fois par semaine ou autre en fonction des interventions. Et à la fin, un rapport final qui permet de, un peu comme une fin de chantier où pour permettre de lever des réserves, ce genre de choses, d'avoir un compte rendu pour être sûr que tout s'est bien passé. Et ça, en plus, vous pourrez le transmettre à la DREAL pour montrer vraiment votre bonne foi. Et ça, très clairement, les services instructeurs apprécient vraiment les maîtres d'ouvrage qui mettent en place ce type d'opération. Parce que je pense que 70% des maîtres d'ouvrage oublient tout ça. Mais c'est hyper important d'avoir un écologue sur site pour ces opérations. Voilà, et bien entendu, le naturaliste, qu'il faut lui dire, c'est que s'il y a mais bon, ça coule de source, mais s'il y a un problème au moment où il va visiter le site, c'est que là, il puisse vous appeler de manière urgente pour voir avec l'entreprise comment vous pouvez traiter un problème qui serait apparu sur site. Voilà. Donc ça, et vraiment l'avoir en tête, peu de gens le font, mais c'est hyper apprécié et en plus, ça peut vraiment limiter des impacts, notamment sur la flore, parce que ça peut arriver plus qu'on ne croit. Voilà, alors bon ça, pareil, des éléments de coût, hein, c'est très rapide. Donc là, il faut vraiment avoir le bureau, par rapport au bureau d'études naturalistes que vous choisissez, quelqu'un qui est spécialisé dans le suivi de chantier. C'est généralement des gens qui sont à l'écoute, qui connaissent aussi les travaux publics, qui sont face à un public qui n'est pas forcément au courant des espèces, ce genre de choses, qui n'a peut-être pas forcément tout le temps envie de mettre en place, ça peut les freiner dans leurs opérations de travaux. Mais généralement, quand il y a des personnes spécialisées, elles savent expliquer les choses et ça se passe même très très bien et généralement, on a souvent même de très bons retours par rapport à ça. Donc, ce qu'il va faire, il va participer aux réunions, proposer des mesures adaptées et faire des comptes rendus de visites de chantier. Le coût estimatif, alors forcément, c'est plus par réunion et visite sur site qui seront une demi-journée, donc on est de l'ordre de 300 à 400 euros hors taxe. Alors, tous les prix qu'on vous a transmis sont dus hors taxe. Voilà, et après, forcément, la durée, c'est variable en fonction du type de projet. Des fouilles archéologiques, ça peut durer beaucoup plus longtemps, des tests de perméabilité ou d'études de sol. Voilà, donc ça, ce sera vraiment en fonction, donc on ne peut pas vous donner un coût général pour ce type d'intervention, mais vous avez une idée en tout cas du coût par réunion ou visite sur site. Voilà, et là du coup, donc on en a terminé pour ce deuxième webinaire. Juste vous rappeler que par rapport au premier, sur toute la partie pré-diagnostic, diagnostic, qualification des enjeux, vous pouvez retrouver le webinaire numéro 1 donc en replay sur la chaîne d'Adoc. Et aussi, on vous encourage vivement, donc, puisque avec la DREAL, nous organisons côté ARB un webinaire le 26 novembre prochain de 14h à 15h30. Sur le SINP, Sébastien en a reparlé, donc le système d'information sur la nature et les paysages qui vous permettent d'avoir accès à des données naturalistes sur votre territoire de manière gratuite si, en contrepartie, vous transmettez vos données sur vos opérations d'aménagement, vos études naturalistes. Donc ça, on vous encourage voilà, à nous rejoindre le 26 novembre. Par contre, il y a le besoin d'une inscription. C'est le 29 ? C'est le 29. C'est le 29, pardon. Oui, c'est le 29, effectivement. Oulala. Donc c'est le 29, ne venez pas le 26, mais le 29. Et voilà, donc et ça, il faut vous inscrire. Vous retrouvez les informations sur le site internet de l'ARB, sur la page actualité. Vous pouvez vous inscrire et poursuivre ce webinaire d'1h30. Et c'est d'autant plus important, c'est que dès lors que ces données naturalistes sont clairement
identifiées, réalisées, etc., elles peuvent facilement intégrer le CNP et du coup, elles seront disponibles sur Bio-Occitanie et ça vous permet aussi d'aller ensuite, vous, plus loin sur vos projets. Donc, on a vraiment besoin que chacun, du coup, prenne un peu sa part du travail et du coup, puisse permettre tout simplement au CNP d'accumuler un maximum de données et ça nous permettra ensuite d'être les plus efficaces possibles dans nos actions. Voilà. Excusez-moi, il reste encore 2-3 minutes. Je voulais juste savoir, en fait, en complément avec ma question précédente, aussi si vous connaissez des exemples de territoires où justement il y a déjà donc, des zones d'activité aménagées qui sont justement exemplaires, voilà, des retours d'expérience exemplaires, disons, pour nous réaliser par exemple une visite de terrain et s'en inspirer en fait, en termes de biodiversité justement. Alors, pour tout vous dire, on n'a pas forcément eu le temps de collecter des retours d'expérience vraiment qualitatifs. Alors, on a des choses au niveau national. Sur des territoires, là, moi, j'aurais peur d'en citer. Sur le territoire on va dire, il y a des territoires qui ont progressé sur ces sujets. Alors, je ne sais pas s'ils sont au top. Donc, je pense notamment au territoire de Nîmes Métropole, voilà, qui a évolué, on va dire, sur le sujet. Alors, est-ce qu'ils sont exemplaires aujourd'hui? Ça, je ne pourrais pas forcément. Oui, disons qu'ils sont avancés, oui. Après, si pas forcément répondre tout de suite, si peut-être vous pouvez m'envoyer plus tard par mail. Ouais. On commence à travailler là-dessus, hein, donc bien sûr. Pressé, mais c'est vrai que ce serait intéressant en 2022 peut-être organiser, voilà, soit une visite si c'est à proximité, soit les contacter par téléphone. Ouais. Et peut-être juste vous rapprocher également de l'OFB pour avoir un peu les différents territoires qui ont été labellisés ABC, voire peut-être certains ont peut-être déjà travaillé sur des actions un peu similaires. Oui, d'accord, plutôt au niveau de l'OFB, oui, ok. Parce qu'après, c'est vrai qu'on avait parlé de l'ARB justement, comme peut-être point d'entrée pour nous pour apporter des contacts ou des informations sur ça. Alors, effectivement, on pourra vous donner des éléments a posteriori, mais alors j'ai plus en tête hein, l'intégralité du projet, mais pour une question de proximité territoriale, il y a la ZAC d'Andromède qui, en tout cas sur certains points, était assez intéressante. Voilà, on pourra creuser pour vous et vous dire sur quel point ça peut être intéressant de faire une visite de site parce que du coup de Tournefeuille c'est facilement accessible. Voilà. Par exemple, mais on vous donnera plus de détails. Et après, voilà, nous, faut vraiment qu'on fasse l'exercice. Après, normalement, les opérations qui sont labellisées Biodiversity ou EFINature, je crois, normalement sont assez avancées sur ces sujets-là. Ce qu'il faut quand même avoir en tête par rapport à tout ce qu'on a présenté, c'est quand on prend bien en compte la biodiversité dans un projet, ça se voit pas forcément. Alors, ça peut se voir parce que on n'a pas touché notamment la nature, on a laissé des fonctionnalités écologiques, donc ça se voit assez vite. Mais alors si, ça peut être un crapauduc, ça peut être un écuroduc ou un bassin qui est enherbé, mais finalement c'est toute cette logique de bonne conception qui va pas forcément se voir avec des éléments purement techniques. Voilà, ça c'est plus pour l'avoir en tête. Mais du coup, on essaiera effectivement de référencer des projets, voire même de prévoir une visite sur site, ouais, pourquoi pas. D'accord. Et après, au niveau des financements aussi, est-ce que la région, je sais que c'est un peu nouveau, hein, ce sujet aussi, c'est peut-être pour ça que vous n'avez peut-être pas tous les éléments, mais voilà, est-ce qu'il y aura, vous savez, si voilà, on peut identifier des financements, soit par, je sais pas, l'ADEME, la région, sur ces questions-là, quoi. Parce que nous, si vous voulez, après, si on finance vraiment les réaménagements, en plus, ça peut être intercommunal, donc voilà, il peut y avoir peut-être des financements intéressants. Alors, pour la partie région et la partie biodiversité, on a des dispositifs qui existent en lien avec les trames vertes et bleues, les continuités écologiques. Donc là, du coup, nous, ce qu'on souhaite, par contre, c'est on ne va pas financer des projets qui sont limités à une ZAC concrètement, mais il faut vraiment que ça ait un impact et un intérêt à une plus large échelle. Mais c'est des choses qui peuvent être en effet envisagées et voir un petit peu ce qui peut être pris en compte, sachant qu'il y a les dispositifs donc, de mémoire 3 et 5. Le dispositif 3, c'est plus en lien avec les études, et le dispositif 5, ce qui pourrait potentiellement vous intéresser en fonction du projet. Il faudrait qu'on le voit ensemble et qu'on soit un peu plus précis, mais en fonction du projet, ce dispositif 5 permet de travailler vraiment sur la mise en œuvre
des actions favorables au développement de la biodiversité, en tout cas favorables aux continuités écologiques. Donc c'est des choses qui peuvent être regardées. Okay. Tout ça, c'est sur le site internet de la région. Oui, du coup, j'avais déjà identifié alors tout ce qui concerne les TVB, oui, en général. Ouais. Je ne sais pas s'il y avait spécifiquement peut-être un financement fléché sur ce type de zone. Non, enfin, pas côté biodiversité, après, voilà. Après, peut-être que côté DAFU, enfin, je ne sais pas, après, c'est de votre côté. Et je sais qu'il y a la Banque des territoires, alors je ne sais jamais entre cœur de ville, les dispositifs là, actuels, qui a un dispositif qui s'appelle S-Green et S-Green Plus, qui permet de vous accompagner. Alors, je crois que c'est pour les territoires cœur de ville, mais alors, du coup, ça concerne, je pense, moins les zones d'activité économique à voir. Mais ça, on pourra se renseigner éventuellement et revenir vers vous là-dessus. D'accord, ok, merci beaucoup. Et après, sur l'ensemble des financements, même privés, vous pouvez retrouver aussi sur le site de l'ARB. Normalement, il y a l'ensemble des financements qu'on essaie de mettre à jour, appels à projets, droit commun public et les appels à projets aussi privés qui sont dans la partie de mémoire outils financiers, dans autonomisation des acteurs, quelque chose comme ça. Je le fais de tête. D'accord, je regarde. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il n'y a plus de questions côté chat. S'il n'y a pas d'autres questions, ouais, on peut peut-être conclure. Merci à tous pour la présentation. Merci à l'ARB et à l'ADIT. Tous les participants auront donc la présentation et puis on va prendre le temps aussi de vous envoyer le lien vers la chaîne YouTube pour avoir accès au replay du webinaire. Et si vous voulez bien prendre le temps aussi de répondre au petit questionnaire de satisfaction, c'est l'occasion aussi de nous faire remonter d'autres thématiques ou voilà, si vous voulez creuser d'autres aspects de ce même thème pour une prochaine fois, on pourra comme ça en tenir compte. Voilà, je remercie tous les participants et je vous dis à bientôt du coup pour normalement une future session sur les mesures compensatoires.